Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super organisation criminelle. Comme Merci, monsieur Fischer. Vous avez beaucoup plus que du talent. Grâce à vous, les véritables dieux exhumés de leur tombeau revoient enfin le jour et retrouvent leurs autels. White on white, translucent black capes, back on the rack. Bela Lugos is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, red velvet lines, the black box. Bela Lugos is dead. Au sommaire aujourd'hui, la dernière émission d'une série de 3 consacrée à l'intégrale augmentée de Midi Minuit Fantastique, le volume 4 qui vient de paraître chez Rouge Profond. L'auteur de cette intégrale sera à nos côtés pour échanger donc sur son travail, sur la revue, enfin sur plein de choses. Vous allez écouter tout cela, j'en suis sûr, avec beaucoup d'attention. Notre émission est introduite par des sonores captés par Erwan Legac et Daniel Gouillette, que nous remercions. L'équipe de Culture Prohibée tient à remercier tout particulièrement Guy Astic pour son aide sur cette émission. Alors Nicolas Stenzik, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer nos discussions autour de ce volume 4 de l'intégrale Midi Minuit Fantastique, paru chez Rouge Profond. On avait évoqué dans la première émission beaucoup de choses sur la conception, le caractère inédit aussi de pas mal de choses qu'il y a dans ce volume 4. Et on avait terminé notre première rencontre autour de la couverture en abordant l'illustre Jean-Claude Romer que nos auditrices et auditeurs ont pu écouter la semaine dernière dans la rediffusion d'un entretien qu'il avait accordé à Denis Chollet pour notre émission. Justement, moi, je vais revenir sur cette couverture parce que cette couverture, donc avec Dominique et Sandra Julien quand même une vraie prêtresse de l'érotisme à la française, un peu oubliée aujourd'hui, mais moi je me rappelle avoir été filmé un documentaire sur le tournage du Frisson des Vampires qui est tourné dans l'Aisne. Tourné dans l'Aisne d'ailleurs comme ce film mystérieux qui est sur le DVD, puisque j'ai pu repérer dans les cartons qu'il semblait avoir été tourné dans l'Aisne, à savoir La Maison du Juge. On peut avoir des doutes sur le fait qu'il est tourné dans l'Aisne, voilà. Et comment dire, cette couverture, alors, en dehors de mettre en avant Sandra Julien, dont, quand je te dis, j'avais été faire ces quelques images, on m'en parlait encore dans le village, les anciens se souvenaient d'elle, ils étaient tous amoureux d'elle, et m'expliquaient qu'il y avait une grande protection de son amoureux de l'époque autour d'elle pour pas que les garçons l'approchent, voilà. Et cette couverture, alors, en dehors de ces deux actrices, Dominique et Sandra Julien, elle évoque évidemment Jean Rollin. Jean Rollin, qui est un midi minuiste quand même important. Il a signé une étude sur Gaston Leroux, sur les anciens 2 derniers numéros, puisque maintenant il y a le 25-26 en plus, mais une étude sur Gaston Leroux très très complète dans les numéros 23-24, et qu'il est un réalisateur, en tout cas
que moi je considère comme important dans l'histoire du fantastique surréaliste français, qui avec ses moyens à lui a quand même construit une œuvre assez étonnante, assez singulière, assez déroutante et très pertinente. Et justement, toi, tu publies aussi un beau texte que tu avais écrit au moment de son décès. Quel rapport, toi, d'après toi, Jean Rollin, quelle place il tient, voilà, à la fois pour la revue Midi Minuit Fantastique et à la fois dans l'histoire du cinéma français? Jean Rollin, eh bien, c'est l'un de ceux qui a finalement tenu la promesse du Midi Minuisme. On peut le dire comme ça. Premièrement, c'est un Midi Minuiste. Tout simplement parce qu'il va au Midi Minuit, comme les autres, le mercredi matin, jour du changement de programme, pour découvrir les films qui passent, quel que soit le programme du jour. Hein. Il va tout voir comme les autres. Donc les films de la Hammer, certes, les gothiques italiens, les films érotiques, les polars érotiques, les films d'éducation sexuelle ouest-allemand, enfin peu importe, il va voir tout ce qu'il y a au Midi Minuit. Ça, c'est la première chose. C'est un Midi Minuiste parce que c'est un très bon ami d'Eric Losfeld. Il fréquente la librairie du Terrain Vague. Il a les mêmes centres d'intérêt que les uns et les autres. Et c'est un Midi Minuit tout simplement parce qu'il écrit dans la revue à un moment important, c'est-à-dire les 2 derniers numéros publiés. Cette étude sur Gaston Leroux, qui en fait avait été écrite un petit peu auparavant, il l'avait écrite en 65. On sait que c'est Eric Losfeld qui a tenu finalement à ce que ce soit publié dans Midi Minuit, dans les numéros tardifs. Voilà, mais à lui tout seul, il écrit quasiment les 2 derniers numéros publiés. Son étude sur Gaston Leroux, elle est extrêmement importante. Je pense que c'est vraiment un modèle du genre, et si on veut aborder l'auteur Leroux, c'est la manière la plus pertinente de le faire. Mais elle est importante également parce que c'est là qu'il théorise son propre cinéma. On sent qu'il parle autant de Leroux que de ce qu'il va faire une fois qu'il sera vraiment derrière la caméra à réaliser des longs métrages. Je parlais de promesse Midi Minuiste tenue enfin, parce que les années 60, c'est cette décennie au cours de laquelle les Midi Minuistes passent derrière la caméra, réalisent un grand nombre de courts-métrages qu'on a sortis pour la plupart dans les DVD des différents volumes de l'intégrale. Et parmi ces jeunes cinéastes en herbe, eh bien, Jean Rollin, c'est peut-être le seul qui va continuer dans les années 70 et qui va réellement passer au long métrage et qui va bâtir toute une carrière là-dessus, sur les femmes vampires notamment. C'est le seul qui a vraiment poussé jusqu'au bout, jusqu'aux années 2009-2010. Son dernier film, c'est 2009, c'est le Masque de la Méduse. C'est le seul qui va vraiment pousser jusqu'au bout c'est l'idée d'une carrière midi-minuiste derrière la caméra, quand même. Rien que pour ça, pour moi, c'était évident qu'il fallait le saluer dans ce volume 4, parce qu'il a une importance historique fondamentale là-dedans. Donc, ne serait-ce que par la couverture, déjà parce que je trouvais que la photo était très très belle, tout simplement, ça c'était une chose. Et puis deuxièmement, tout simplement parce que j'avais été aussi ami avec lui à la fin de sa vie, dans les années 2007, 2008, 2009. J'étais allé sur le tournage de son dernier film. Et moi, ça me semblait important de reprendre le texte que j'avais écrit au moment de son décès. J'avais écrit ça quelques jours après sa disparition. En tout cas, c'était un texte dont j'étais relativement fier à l'époque, et je voulais vraiment le reprendre pour Midi Minuit. Il me semblait avoir toute sa place dans l'entracte, tout simplement, de ce volume. Et puis, tout simplement, ça faisait 10 ans que Jean nous avait quittés, donc je voulais lui rendre hommage. En fait, ce volume 4, c'était une manière de rendre hommage à plein de gens. Voilà, on a rendu hommage à Raphaël Imaranju, on a rendu hommage évidemment à Jean-Claude Romer, et je voulais rendre hommage également à Jean Rollin. Autour d'une des égéries de Jean Rollin, qu'il avait fait jouer dans son film le plus languien, les Démoniaques, à savoir Joël Coeur. Alors Joël Coeur, à l'époque, quand j'avais rencontré Jean Rollin, on avait tous beaucoup de questions sur Joël Coeur, et Jean Rollin nous disait c'était une fille un peu bohème, un peu artiste, qui a fait quelques films et qui a disparu complètement des écrans, et je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Alors évidemment, on était tous très frustrés. Là, grâce à ce volume 4 de Midi Minuit Fantastique, on peut découvrir un film qui est un mythique. Enfin, il y avait une projection, je crois, au Studio Galante, mais qui est mythique, qui est un film réputé pour être assez licencieux, voilà, qui est Sexana, donc avec Joël Coeur.
Alors tout à fait, c'est Christophe Beer qui nous a fait connaître Sexana, qui nous a signalé l'existence de ce film. C'est également lui qui avait organisé la projection au Studio Galant, donc autant dire que c'est vraiment lui qui a fait découvrir ce film à tout le monde. Sexana, c'est vraiment donc de toute la sélection des films midi-minuistes, de tous les DVD de l'intégrale, c'est vraiment le film le plus licencieux, le plus clandestin, tout simplement parce que son réalisateur Hubert Lacoudre avait en tête en réalité un long métrage. On lui a volé ses négatifs dans un laboratoire à Joinville-le-Pont, et à partir de ce moment-là, il a arrêté le cinéma, tout simplement. Il a une très courte carrière au cinéma parce qu'il était photographe, notamment de mode, et cette histoire-là l'a littéralement dégoûté de l'industrie du cinéma, et donc il a abandonné tout projet de nouvelle réalisation et son film par la même occasion. Mais ce qui s'est passé, c'est que ceux qui l'ont volé son film ont sorti une édition pirate sous forme de Super 8, et ce Super 8 a été distribué dans les sex shops à l'époque et pour la vente par correspondance. Donc voilà comment on a mis la main sur Sexana. C'est Christophe Beer donc qui a récupéré une copie Super 8, et quand il m'a fait découvrir le film, moi ça me semblait évident qu'il avait toute sa place dans l'intégrale midi-minuit. Premièrement parce qu'il illustre un petit peu l'évolution qui était celle de la revue dans les années 70. Si la revue avait continué d'exister jusqu'en 75-76, on sait aujourd'hui qu'elle se serait probablement entièrement dédiée à l'érotisme à un moment donné. C'était le projet de Michel Camp pour un énième retour de midi-minuit en 75, retour avorté. D'autre part, on voit très bien dans ce dernier volume, le volume 4, qu'il y a une évolution vers un érotisme de plus en plus frontal. C'est absolument évident dans l'iconographie. Et c'est vrai que Sexana, c'est un de ces films érotiques qui est aux limites de l'érotisme soft, en fait, en 1972. On est près de basculer dans la pornographie, on n'est pas encore dans le hardcore explicite, mais on est vraiment à la veille de cette transformation. Par ailleurs, moi, ça me semblait être un film tout à fait passionnant du point de vue du midi-minuisme, et notamment dans la manière dont il travaille un certain nombre de mythes fantastiques, et la manière dont il travaille un certain nombre de motifs classiques, parce que Sexana, c'est un petit peu une Alice au pays du SM, Alice étant incarnée, bien sûr, par Joël Coeur. Il y a dans ce film une espèce de manière de se ressaisir d'un certain nombre de mythes classiques. On retrouve des traces du Comte Zaroff, on retrouve des traces de La Nuit du loup-garou de Terence Fisher, notamment la fameuse scène dans le film de Fisher où l'homme bête qui va donner naissance plus tard au loup-garou va violer Yvonne Romain dans une geôle. On retrouve des éléments comme ça dans Sexana. Et assez rapidement, en voyant le film, je me suis dit que finalement, lorsque Michel Camp, Jean-Claude Romer, Jean Boulet, Alain Lebris écrivaient des textes délirants, érotomanes, en hommage à Maïla Nurmi, à Elsa Lanchester, à Barbara Steele, à Edith Scobb, peut-être que tout simplement, ils rêvaient déjà secrètement, dès 1962, à des films tels que Sexana. Après, la dernière chose qui moi, me semblait évident par rapport à Sexana, c'est bien sûr la présence de Joël Coeur. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Joël Coeur, notamment chez Jean Rollin, dans Les Démoniaques. Il se trouvait que dans l'entracte du volume 4, bien sûr, il y a l'hommage à Jean Rollin. Il y a aussi ce texte érotomane signé par Christophe Beer, qui a repris la rubrique de Michel Camp suite à son décès, Midi, Minuit, Mrs. Donc, on avait vraiment une convergence d'éléments qui faisaient que ce film avait toute sa place dans le DVD, voilà. Toi, tu n'as pas pu t'empêcher de rendre hommage à Jess Franco. Oui, ça c'était totalement assumé de ma part que de réunir les noms de Franco et de Rollin dans l'entracte, parce qu'on a donc cet hommage à Rollin, mais on a une interview, la toute première interview faite en France de Jess Franco par Michel Camp et Jacques Boivin, alors non pas pour Midi Minuit à l'époque, mais pour Vampirella. C'est sorti dans Vampirella parce que tout simplement en 71, c'est le moment où il y a cette incertitude par rapport au titre Midi Minuit, c'est le moment où on sait qu'il y aura un numéro 25 en 72, numéro qui n'a pas lieu, qui n'est pas publié et qui finalement va être reformulé en 1973 sous la forme d'un numéro 25-26, qui là aussi ne sera pas publié et que donc on a restauré dans ce volume 4 de l'intégrale. Mais donc je pense que c'est la raison pour laquelle cet entretien avec Jess Franco est sorti dans Vampirella. Après il y avait une histoire assez intéressante entre Midi, Minuit et Jess Franco. Il faut bien voir que dès le numéro 3, ils annoncent un entretien avec Jésus Franco, donc en 1962-63, avant même que l'horrible Dr Orloff sort. Donc là, c'est dire encore une fois à quel point Midi Minuit est d'avant-garde, parce que c'est absolument pas évident en 1962 que de se dire que ce cinéaste dont le film
l'un des films emblématiques n'est même pas encore sorti en France, ce cinéaste allait devenir un des grands cinéastes de la nouvelle vague fantastique des années 60 et 70. Ça, c'était quand même un pari assez sidérant. Sauf que, bizarrement, cet entretien n'est finalement pas publié dans Midi Minuit Fantastique à l'époque. Alors, j'avais interrogé Michel Caen et Jean-Claude Romer sur la raison de l'éviction de cet entretien, et ils m'avaient répondu que quand ils avaient posé les questions à Jésus Franco, ces réponses leur avaient paru pour le moins bizarres. Enfin, ils se demandaient si c'était pas un mythomane, tout simplement. C'est vrai que visiblement, il répondait de manière tout à fait fantaisiste à un certain nombre de questions. Et je crois que ce qui s'est passé, 62-63, c'est le moment de la rupture avec Jean Boulet. On le sait, la rupture, elle a eu lieu parce que Jean Boulet inventait un certain nombre de choses dans ses textes. Alors certes, c'était des mensonges poétiques qui ont été tout à fait importants dans les années 50, quand il écrivait ses textes dans Cinéma 57, dans Esculap et un certain nombre d'autres publications. Mais au moment où il s'agissait d'imposer le fantastique avec un sérieux critique et un sérieux historique qui s'imposait pour tout simplement pas être ridicule vis-à-vis des contempteurs du genre, parce que voilà, en 1962-63, le genre est totalement décrié, et un projet Midi Minuit Fantastique, une revue entièrement dédiée au fantastique, c'est quand même quelque chose qui ne va pas de soi à cette époque-là. Donc je pense qu'ils n'ont pas publié l'entretien, tout simplement parce que ils pouvaient pas prendre de risque, ils pouvaient pas prendre le risque de publier un cinéaste qui potentiellement mentait dans toutes ses réponses, inventait par exemple cet écrivain David Kuhn qui n'était autre que lui-même. Donc tous ces films étaient censés être des adaptations de David Kuhn, ce grand auteur anglo-saxon que personne n'a jamais lu. Donc voilà, je pense qu'il y avait des problèmes comme ça. L'entretien fait en 71, il est vraiment très très important parce que donc c'est le premier en France, et puis c'est cet entretien qui va précéder une vague de francophiles qui va être tout à fait importante, la vague des Alain Petit, des Jean-Pierre Bouxou, qui vont écrire par la suite dans leur fanzine respective. Je pense au Masque de la Méduse d'Alain Petit, ou pour ce qui concerne Jean-Pierre Bouxou dans Sex Star System, et donc il va y avoir une francophilie parmi les Midi Minuit dans les années 70, qui est quelque part néanmoins hérité de Midi Minuit Fantastique, parce que Michel Caen, s'il n'a pas publié l'entretien en 1962-63, en revanche, il a toujours été un fervent soutien de Jess Franco. Sa critique de l'horrible Dr Orloff en 63 dans le numéro 7, c'est une critique dithyrambique. Ici, il va jusqu'à citer Buñuel quand même. Et si par la suite il n'a pas publié d'autres critiques de films de Jess Franco, en revanche, il y a toujours eu un certain nombre de photos. Il y a eu des photos de Dans les griffes du maniaque, il y a eu des photos des nuits de Dracula, notamment dans le dernier numéro de Midi Minuit, le numéro 24 qu'on reprend dans le volume 4 de l'intégrale. Et on sait que Michel Caen n'a jamais cessé de suivre les films de Jésus Franco. C'est Jean-Pierre Bouxou qui m'a raconté lors d'un festival de Cannes, du Marché Canon en 72, ils se sont enchaînés une dizaine de films de Jess Franco avec une boulimie totale. Et donc voilà, il y a toujours eu un goût pour Jess Franco dans Midi Minuit. Vous écoutez Nicolas Stenzik au micro de Culture Prohibée.
tu le disais à l'instant, il y a eu un travail de restauration. On en parlait aussi dans la première émission de cette série de 3, consacrée donc au volume 4 de l'intégrale Midi Minuit Fantastique paru chez Rouge Profond. Pour moi, c'est ce volume 4. Alors, il y avait déjà eu des Grâles, parce qu'il y avait eu le numéro 8, qui était très difficile à trouver, qui avait été reproduit dans un précédent volume. Mais alors là, tu fais plus fort, avec un tiers des 750 pages qui sont inédites. Ça fait quand même 240 pages totalement inédites. Donc, moi, j'ai envie de dire que là, on n'est plus sur une réédition, on est sur une intégrale, on est carrément sur une création. Bah, tout à fait. En fait, depuis le début, moi, je dis que cette intégrale Midi Minuit, c'est une renaissance. Je me souviens d'une soirée en 2013 où on avait présenté les choses telles quelles avec Michel Caen. C'était au Nouveau Latina. C'était une sorte de soirée de teasing quelques mois avant que sorte le volume 1. Et on voulait un petit peu annoncer de manière publique cette ressortie. Et ce terme de renaissance était imposé. Et c'est au cours de cette soirée-là, d'ailleurs, que quelque part la légende du numéro 25-26, donc ce numéro inédit qu'on publie pour la première fois dans ce volume 4, a été scellée. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que rien n'est évident autour de ce numéro inédit. Pendant des années, on a entendu parler du numéro 25 prévu au printemps 1972. Il y a un élément historique qui atteste de l'existence de ce projet, c'est le catalogue d'Eric Losfeld, le catalogue des éditions du Terrain Vague, au printemps 72, qui annonce donc ce numéro 25 de Midi Minuit, avec en couverture Christopher Lee dans Les cicatrices de Dracula. Par la suite, on a continué d'entendre parler de ce numéro 25 dans une thèse, celle de René Prédal en 1977, qu'il consacre à Midi Minuit Fantastique. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, assez extraordinaire de se dire que 5 ans après la disparition de Midi Minuit, il y a déjà des universitaires qui vont consacrer des thèses volumineuses à une revue comme Midi Minuit. C'est dire déjà l'impact historique et culturel de cette revue en temps réel, dès l'époque. C'est quand même, il n'a pas fallu attendre 30 ans pour que des gens commencent à travailler là-dessus. Dans cette thèse, René Prédal, en annexe, a reproduit la plupart des textes qui étaient prévus au sommaire de ce numéro 25. Il y avait une longue étude de Francis Lacassin dédiée à Tarzan, il y avait un texte de Jean-Claude Romer en hommage à Boris Karloff, un texte qui s'appelle Le dernier film de Boris Karloff, Invasion Siniestra, donc un film mexicain. Karloff était mort que je dise pas de bêtises, en 69-70. Il n'y avait pas eu d'hommage dans les derniers numéros de Midi Minuit. Et donc là, de toute évidence, Jean-Claude Romer voulait quand même saluer le grand comédien de Frankenstein. Il y avait un texte dédié à la télévision, notamment une série qui s'appelle La Brigade des Maléfices, sous forme d'entretien. Il y avait un superbe ensemble de textes dédiés à l'hypergonard, donc l'invention du cinémascope dès la fin des années 20, l'invention du cinémascope par le professeur Chrétien. Alors ça s'appelait pas le cinémascope, ça s'appelait l'hypergonard, avant qu'il ne revende son invention quelques années plus tard aux États-Unis, et ce qui a donc donné lieu au cinémascope avec le premier film dit officiellement au cinémascope, La Tunique, un péplum, mais donc en réalité le premier film utilisant ce procédé, c'est un film de Claude Anton-Lara qui s'appelle Construire un feu, tiré d'une nouvelle de Jack London. Et ce film qui est aujourd'hui perdu, Claude Anton-Lara raconte son tournage sous la forme d'une lettre. Il y a aussi une lettre de Jean Leclerc qui était l'un des acteurs du film. Et donc on a un ensemble de textes passionnants qui est vraiment passionnant, oui, du point de vue de l'histoire du cinéma. Donc on avait un certain nombre de textes comme ça, et pendant des années, on a donc gardé tous les films amateurs de Midi Minuit dans un coin comme ça de sa tête, que ce numéro 25, ça aurait dû être, grosso modo, ce sommaire-là. Dans les années 2000, Jean-Claude Romer accorde un entretien à un site qui s'appelle Devil Dead, où il revient sur ce numéro 25, et il explique que ce numéro 25 avait de toute évidence été maquetté, même si lui-même n'avait pas pu voir la maquette en tant que telle, parce que, selon lui, il se serait perdu chez des imprimeurs, parce que Eric Losfeld avait l'habitude de concevoir une maquette de numéro de Midi Minuit et de les envoyer à différents imprimeurs pour voir quel serait le meilleur devis pour pouvoir faire le numéro au moins cher possible. Et donc le numéro se serait perdu à ce moment-là en 72
en 72, parce que c'est le moment où Eric Loswell a toutes sortes de problèmes judiciaires liés à la censure, donc il a toutes sortes de procès, et il passe tout son temps au palais de justice. Il est condamné donc pour ses publications, il est condamné pour récidive, et donc il doit payer des amendes folles, il est déchu de ses droits civiques pendant 5 ans, et donc à un moment donné, il ne peut plus faire Midi Minuit. Voilà, donc le numéro se serait perdu, et d'après Jean-Claude Romer, René Pradal, qui était donc tout à fait malin, aurait réussi à mettre la main sur des éléments de la maquette pour publier en annexe les textes. Sauf que quand on voit les textes dans les annexes de cette thèse, on se rend bien compte que, de toute évidence, ce ne sont pas des textes maquettés, hein. Ce sont souvent des textes dactylographiés, parfois avec des corrections manuscrites, notamment pour le texte de Jean-Claude Romer, mais quid de cette maquette, c'est pas très clair. Et lors de cette fameuse soirée en 2013 avec Michel Caen, là tout d'un coup, Michel lance à la cantonade, et donc dans le fameux dernier volume, dans le dernier volume de cette intégrale Midi Minuit Fantastique, nous allons publier pour la toute première fois le fameux numéro 25-26. 25-26 ? Alors là, je me retourne vers lui, c'est la première fois que j'entends parler de ce numéro double 25-26 daté de 73. Je me demande, mais est-ce que c'est bien vrai ? Est-ce que c'est pas Michel qui tout d'un coup... parti un petit peu sur l'enthousiasme de la soirée, est en train d'inventer un truc, est-ce que il y avait bel et bien un numéro prévu comme ça? Et puis donc après la soirée, moi je lui pose la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de 25-26? Jean-Claude Romer m'en a jamais parlé, de quand ça date? Et là Michel me dit oui, c'était prévu en 73, le 25 n'étant pas sorti, j'ai envisagé à un moment donné avec Eric Loswell qu'on le ressorte, mais sous la forme d'un 25-26 qu'on aurait actualisé avec toutes sortes de textes en plus. Certains finalement se sont retrouvés dans Zoom, notamment l'entretien avec Terence Fisher, l'autre est revenu à Paris en 73. D'autres se sont retrouvés ailleurs. Il y a un entretien avec Peter Cushing, avec Peter Sasdy qui avait fait Noël Sim Solo lors du même festival de Paris en 72-73, qui se sont retrouvés dans la revue Cinéma ou dans la revue. Alors je fais peut-être une erreur. Je ne sais plus si c'est la revue du cinéma ou Cinéma, ou Image et Son, c'est plus très clair, mais en tout cas, je le reprécise dans l'introduction de l'intégrale, bien sûr. Et il m'a parlé d'autres textes qui, eux, n'avaient pas été publiés. Un texte de sa femme, Geneviève Caen, dédié au diable, un texte de Bernard Charnassé, où il faisait une preview de Frankenstein et le monstre de l'enfer, qui était un texte prévu pour compléter donc un gros dossier Hammer avec l'entretien de Terence Fisher. Il m'avait parlé d'une critique également de Bernard Charnassé, des Lèvres Rouges, d'Harry Kumel avec Delphine Seyrig. Il m'avait parlé également de textes de Jean-Pierre Bouixou, l'un dédié à Russ Meyer et l'autre dédié à son ami Raphaël Maronjus, qui était un des complices de Midi Minuit Fantastique et qui avait conçu des poupées miniatures en hommage au film de la Hammer et au film de la Universal, qu'il remettait en scène dans des séquences plus ou moins tirées des classiques de l'épouvante, et qu'il photographiait et qui ont donné lieu à des photos absolument sublimes, très très étranges, qui mettent vraiment mal à l'aise, parce que souvent beaucoup plus effrayantes que les scènes dont elles sont tirées. Il y a vraiment quelque chose de très étrange, de très malsain, de très insolite, comme une manière de sublimer ces scènes-là, mais en allant vers quelque chose de beaucoup plus noir, de beaucoup plus glauque. Et il y a tout un shooting photo donc qui a été fait comme ça dans les années 64-65, et donc certaines de ces photos avaient été publiées dans Famous Monsters de Forrest J. Ackerman, qui était un des grands motifs de fierté de Raphaël Maronjus. Et il y avait un projet de faire une énième rubrique RMMF donc dans ce numéro 25-26, et ça aurait été dédié à Raphaël Maronjus, accompagné d'un texte de Jean-Pierre Bouixou. Donc il m'avait parlé de tous ces textes-là. Mais bon, moi, c'était pas très clair dans mon esprit parce qu'il fallait les retrouver, je les avais pas, c'était assez complexe. Puis un jour, Michel Caen décède, donc là, on est fin 2014, et puis bon, je garde dans un coin de ma tête tout ça. Il faut faire le volume 2, il faut faire le volume 3, donc il y a beaucoup de travail. Puis quand vient le travail sur le volume 4, eh bien, donc je me retrouve confronté à ce problème du numéro 25 ou du numéro 25-26. Et un jour, alors que je travaille à la recherche d'un certain nombre de photos dans les archives de Michel Caen chez sa femme Geneviève, je tombe sur un dossier où il y a tout simplement écrit MMF dessus. Je me dis, tiens, formidable, voilà un dossier spécifiquement fait pour MMF. Et là, je l'ouvre et je tombe sur les textes manuscrits.
Et je trouve enfin les textes dont Michel m'avait parlé, donc les textes de Jean-Pierre Buxou, de Bernard Charnacé, de Geneviève. Et là, de toute évidence, eh bien, on a enfin un élément de datation, parce que la preview de Frankenstein et le monstre de l'enfer, elle n'a pu être écrite que en 1973, après la venue de Terence Fisher, donc au Festival du film fantastique de Paris en 73. Et donc pour la première fois, on a un élément matériel qui atteste donc de ce projet de numéro double 25-26. Donc là, pour moi, c'était enfin comment dire, le top départ pour finaliser ce numéro 25-26 pour l'intégrale. Et donc je me suis mis en quête de tous les textes qui avaient été publiés ailleurs, qui avait été tous les textes qui ont été bien sûr reproduits dans la thèse de René Prédal, et j'ai reconstitué en quelque sorte le sommaire idéal de ce numéro 25-26. Et puis à partir de là, une fois que le sommaire était reconstitué et que j'avais tous les textes, eh bien c'était comment dire, une manière d'imaginer ce qu'aurait pu être ce numéro s'il avait été publié à l'époque. Eric Losfeld avait le projet de le publier grosso modo à l'été ou à la rentrée 73, mais c'est vraiment en septembre 73 qu'il voit bien que c'est plus possible, qu'il a plus les finances pour, que le terrain vague se met quasiment en faillite à ce moment-là, et ce qui va le sauver, Eric Losfeld, c'est de travailler à ce moment-là pour les éditions Philippe Aki. Donc les éditions du terrain vague ne seront pas en faillite, mais c'est tout comme, elles végètent pendant 2-3 ans, pendant 3-4 ans, et il se passe rien, il n'y a plus aucune publication. Et donc moi, mon parti pris, ça a été de me dire, qu'est-ce qui se serait passé si ce numéro avait été édité en 1973 ? Donc, je me suis mis en quête de toutes les polices de caractère qui avaient été utilisées dans les derniers numéros de Midi Minuit. Parfois, quand je ne retrouvais pas les polices, je reprenais des titres tirés du 21, du 22, du 23, du 24. J'isolais les lettres et je reconstituais les titres dont j'avais besoin pour le numéro 25-26 de cette manière-là. Donc c'était un travail de fourmi pas possible. Et puis bien sûr, il a fallu faire tous les choix iconographiques. Et là, j'ai essayé de rester bien sûr fidèle à ce qui me semble être l'esthétique midi-minuiste. Donc cet alliage d'épouvante et d'érotisme, c'est toujours ça la clé, Eros et Thanatos. Et donc, quelque part, avec ce numéro-là, c'est à la fois une reconstitution, mais quelque part, c'est aussi tout simplement une manière d'ouvrir une réalité parallèle. Voilà, l'idée, c'était d'avoir ce numéro 25-26, comme s'il avait été publié à l'époque, et donc on ouvre cette réalité parallèle d'une suite de Midi Minuit. Vous écoutez Nicolas Stenzik, auteur de Midi Minuit Fantastique l'intégrale, volume 4, paru chez Rouge Profond, au micro de Culture Prohibée.
Tu en as parlé à l'instant, il y a aussi une plume qu'on découvre un peu plus dans ce 4e volume de Midi Minuit Fantastique, l'intégrale, c'est celle de Geneviève Collange-Camp. Alors on la voit dans le documentaire, elle est très drôle, elle raconte qu'elle allait à la sortie des salles de cinéma interroger, elle faisait des micro-trottoirs avec une amie à elle allait interroger les spectateurs, leur posant la question, hein, quel est l'effroyable secret du professeur Hitchcock, voilà. Et ça c'est vraiment très drôle. Et puis on découvre ses textes. Alors elle a une très belle plume, hein, elle écrit très bien. Et il y en a un qui est consacré dans l'entracte, hein, à Barbara Steele, qui s'appelle L'éclat d'un rêve d'opium, qui est déjà un titre magnifique. Et à un moment, elle décrit Barbara Steele et elle dit Barbara Steele, c'est comme un rêve d'Edgar Poe. Alors, est-ce qu'on peut décrire mieux que ça, Barbara Steele? Oui, non, je pense pas qu'on puisse la décrire mieux. Geneviève Camp, c'est une très grande plume, ça c'est absolument évident. C'est devenu une amie très chère aussi au cours de toutes ces années à travailler sur l'intégrale Midi Minuit. Et si je devais résumer son apport à la revue, je dirais que la revue, en fait, c'est des personnalités très diverses, des personnalités très marquées. Michel Camp, Jean-Claude Romer, c'est pas du tout les mêmes tempéraments. D'ailleurs, l'un et l'autre avouaient très honnêtement qu'ils n'aimaient pas forcément les mêmes films, et c'est pour ça que leur collaboration a été si forte et si prolifique. Mais je dirais que parmi toutes ces personnalités, finalement, c'est peut-être Geneviève qui synthétise le mieux ce qu'est le midi-minuisme. Elle l'a fait d'ailleurs dans un texte fabuleux qui avait été publié dans le Courrier des lecteurs à l'époque. C'est sa première participation à Midi Minuit où elle décrit ce qu'est la salle, le Midi Minuit, boulevard Poissonnière, où c'est presque un texte manifeste, hein. C'est une merveille ce texte, et c'est parce que je crois que tout le monde avait été emballé qu'elle a fini par écrire pour Midi Minuit. Dans quelques numéros après, le texte a été publié, si j'ai bonne mémoire, dans le 14, et elle doit écrire des critiques dans le numéro 15 et le numéro 16. Elle a notamment cette critique de Vierge pour le bourreau, qu'elle sous-titre, et c'est formidable, les demi-vierges, c'est très drôle, voilà. Ces critiques sont fabuleuses, mais finalement, elle avait écrit que 2 textes réellement commandés par Midi Minuit. Dans le numéro 25-26, elle avait un autre texte qui, du coup, marquait son retour parmi la rédaction de Midi Minuit. C'était un texte dédié au diable de Ken Russell, qui est une critique merveilleuse du film, et voilà, qui ouvre d'ailleurs la revue sur la modernité des années 70 et sur un nouveau cinéma de genre. Voilà, Ken Russell n'a rien à voir avec la Hammer, c'est vraiment autre chose. Même si on retrouve Oliver Reed, bien sûr. Et moi, je tenais dans ce dernier volume à ce qu'elle écrive un texte aujourd'hui. Et au tout début de l'intégrale, il était question que Michel écrive un énième texte dédié à Barbara Steele. C'était prévu pour sa rubrique Midi Minuit Mrs. Et puis il n'a pas pu l'écrire parce qu'il est décédé. Et ça m'a semblé tout naturel que ce soit finalement Geneviève qui reprenne la plume pour écrire ce texte que Michel n'a pas écrit. Et je dois dire qu'il y a vraiment un triangle amoureux assez étonnant en réalité entre Geneviève, Barbara Steele et Michel. On sait aujourd'hui, il y a eu cette histoire d'amour entre Michel et Barbara Steele à l'époque. Michel raconte qu'il a lancé la revue Midi Minuit pour trouver un prétexte pour pouvoir rencontrer un jour Barbara Steele, et finalement cette rencontre a bel et bien eu lieu, et on sait qu'il s'est passé quelque chose. Mais je trouvais très drôle que ce soit Geneviève qui écrit finalement cette espèce d'hommage érotomane à Barbara Steele, parce que un jour de l'automne 2016, quand Barbara est venue à Paris et qu'on a pu un soir dîner ensemble, Geneviève nous a rejoints. Et j'ai constaté à quel point Geneviève était tout aussi amoureuse que Michel de Barbara Steele. Donc ça me semblait très beau d'avoir un regard féminin et amoureux de Barbara Steele aussi dans cette intégrale Midi Minuit Fantastique, parce que il y a beaucoup de regards masculins dans Midi Minuit Fantastique, on le sait. Il y avait quand même une majorité d'hommes à aller voir les films en salle ou à écrire dans la revue. Et je trouvais que c'était important d'avoir un regard féminin sur Barbara Steele, qui plus est avec cette plume formidable qui est celle de Geneviève Camp. Il y a aussi un invité de choix dans ce volume 4 de l'intégrale Midi Minuit Fantastique, c'est John Landis qui signe la préface. Alors on découvre qu'il lisait Midi Minuit Fantastique, et que cet Américain l'a découvert, donc cette revue, dans ce qu'il appelle une sorte de... Je suis un bouquiniste un peu miteux, une boutique un peu miteuse, c'est ce qu'il dit hein, dans cette préface illustrée en plus par une photo
pas très bitou, nous allons dire, pour rester correct. Alors John Landis, oui, c'est assez rigolo la rencontre. Moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises dans des festivals, mais la dernière fois, c'était donc au festival du film fantastique européen de Strasbourg en 2018. Il était président du jury et je m'étais arrangé pour me retrouver un matin dans une séance de presse où je savais qu'il allait être là. Et coup de bol, à cette séance de presse, il n'y avait que lui et que moi. Donc c'était très facile pour l'aborder. J'avais prévu mon coup, j'avais un volume 3 de Midi Minuit sous le bras et je me doutais en tout cas que la photo de couverture de ce volume 3 ferait de l'effet. Je ne savais pas du tout s'il connaissait Midi Minuit ou pas, mais je savais que Raquel Welch crucifiée, ça lui ferait quelque chose, et pas manquer. Je l'aborde, je lui offre le livre, et la première chose que je vois sa première réaction, en gros, il m'a fait non pas les yeux du loup-garou de Londres, mais les yeux du loup de Tex Avery face à une pin-up, face à Raquel Welch, c'était littéralement ça. Et donc, il est un petit peu sous le choc de la photo. Là, on se retrouve un petit peu à totalement inverser les rôles, parce qu'il me demande une dédicace du volume. Alors, je suis hyper flatté, je me retrouve à lui dédicacer le bouquin. Je lui dis très honnêtement dans ma dédicace que c'est grâce à lui que je découvre le cinéma et la musique à l'âge de 3 ans, parce que mon premier film en salle, c'était les Blues Brothers, et donc toute ma passion du cinéma et toute ma passion pour le blues, le rock'n'roll, la soul et tout ce qui s'en est suivi, c'est à lui je le dois, donc je le lui dis et je le lui écris. Il est à la fois... je dirais pas flatté, mais étonné que j'ai pu découvrir le film à 3 ans. Il ne s'attendait pas du tout à un tel impact des Blues Brothers, me dit-il. Je crois qu'il est très modeste sur le coup, en revanche. Et moi, je lui explique qu'il va y avoir un volume 4 de Midi Minuit, et donc j'aimerais beaucoup que ce soit lui le préfacier pour plein de raisons. Et il me dit, ok, pas de problème, vu que c'est un volume 4, vous m'envoyez chez moi le volume 1 par la poste, le volume 2 par la poste, et puis ce volume 3 qui est très très lourd, plutôt que je le ramène dans ma valise, à l'aéroport, etc., vous le reprenez et vous l'envoyez aussi par la poste. Donc je lui envoie les 3 volumes par la poste, et puis je crois que ça a pris un petit peu de temps, c'est 2 ans ou 1 an plus tard, je sais plus, 2 ans plus tard, c'était en 2020. Il a fini par m'écrire la préface, alors sa préface formidable, parce qu'on retrouve tout son humour, on retrouve vraiment toute John Landis, et donc il explique effectivement qu'il a découvert Midi Minuit par hasard à Hollywood Boulevard en furetant dans les librairies là-bas, les librairies dédiées au cinéma. Et il raconte qu'il était fasciné par les photos, fasciné par tous ces films qu'il n'avait pas eu l'occasion de découvrir aux États-Unis, et que même s'il ne lisait pas le français, l'impact des photos était tel que voilà, il a nourri une passion pour Midi Minuit à l'époque. Carioca. It's not a foxtrot or a polka. It has a little bit of blue rhythm that sighs. It has a meter that is tricky, a bit of wicky wacky wicky. But when you dance it with a new love, there'll be true love in her eyes. You'll dream They say you're better than 1, 2 heads together. That's how the dance has begun. 2 arms around you and lips to sigh. I am yours and you are mine while the carioca carries you away. Mine while the carioca till the break of day. And you are mine. Carioca, you'll never care to do the polka, and then you realize the blues and bamboo are through. Tomorrow morning you'll
discover you're just a karaoke lover. And when you dance it with each new love, there'll be true love just for you. You'll dream of the new karaoke. Its theme is a kiss and a sigh. You'll dream of the new karaoke. When music and lights are gone. Vous écoutez Culture Prohibée. On avait pris une photo à la suite de notre séance à Strasbourg, et là j'ai découvert à quel point c'était un contrôle fric. Nicolas Stenzik. C'est-à-dire que c'était un passant qui lui avait pris des photos avec mon portable, et il a tenu à choisir la photo, à la recadrer, à retravailler à la colorimétrie pour que ça puisse être publié sur Facebook ou quel que soit le réseau social approprié. Donc je me suis dit, quand il a fallu choisir une photo pour la préface de l'intégrale, je me suis dit, il faut absolument que je l'associe au choix de cette photo. Donc là, j'ai envoyé 4 photos, 3 très belles photos qui dataient du Loup-garou de Londres, donc en 1980, 80, 79, 80, sur le tournage. Et puis une photo beaucoup moins respectable qui datait dans Burger Film Sandwich, photo prise sur le tournage où on voit Uschi Digard nu sous la douche avec un acteur dont j'ai oublié le nom. Ils sont hilars tous les deux. Il y a John Landis qui est devant, qui a un côté tout à fait pince sans rire et qui soupèse le sein d'Uschi Digard qui est absolument mort de rire. Alors, la photo est à mourir de rire, vraiment, c'est vraiment l'air pince sans rire de John Landis qui fait l'impact de cette photo. Et donc je savais que en envoyant la photo, il y avait quand même un risque qui me dit non mais n'importe quoi, on peut pas du tout passer cette photo. Lui il me fait une réponse en me disant elle est très drôle cette photo, mais je vais quand même demander son opinion à ma femme. Donc je me dis, oulala, on va voir quelle va être la réponse. Et il me dit, la première photo, là, celle prise sur le tournage, elle est beaucoup plus indiquée pour une préface. Ma femme trouve que je suis très beau dessus, donc on choisit celle-là. Je dis, ok, pas de problème. Puis il me renvoie un deuxième mail en me disant, mais quand même, la photo avec Uschi, elle est très drôle. 3 petits points, rien de plus. Puis moi, je lui renvoie un énième mail, et je lui dis, peut-être qu'on pourrait imaginer la chose suivante. On ouvre la préface avec la photo choisie par votre femme, qui effectivement est très belle, très respectable. Et puis, en page 3 et en page 4, on reprend votre préface, mais ce coup-ci en VO, donc en américain, et en fermeture de préface, on prend la photo avec Uschi Digard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, il me dit, mais formidable, on fait ça, ce sera très drôle, et voilà. Donc, je lui envoie une espèce de maquette que j'avais fait, d'essai de maquette de préface, et il me valide le truc, et on a gardé la fameuse photo avec Uschi, alors qui, effectivement, est pas du tout dans un esprit corseté ou MeToo, mais en même temps, on est dans une autre époque, on est dans les années 70, et il y a une vraie liberté sur les tournages, et on n'est pas du tout, bien sûr, dans des histoires d'abus de pouvoir d'un réalisateur qui attenterait à la pudeur d'une de ses actrices. On est beaucoup plus dans un délire sur le tournage, et Uschi Digard est évidemment totalement complice. Oui, cette photo, on peut le dire, elle est hilarante. Voilà. Mais bon, on arrive au terme de cette série d'émissions sur cette intégrale augmentée de Midi Minuit Fantastique. Alors, publié par Rouge Profond, alors on arrive vraiment au terme, puisqu'on a suivi le projet depuis le début, depuis le premier volume. Donc ça fait 10 ans maintenant que tu viens dans l'émission régulièrement pour parler, en tout cas tous les 2-3 ans, pour parler de chaque volume de Midi Minuit Fantastique. 10 ans, c'est quand même un travail long, harassant. Est-ce que là, tu envisages de prendre une pause, ou est-ce que tu as d'autres projets en vue, des projets peut-être moins pharaoniques ? J'ai 3 projets en tête. Le premier, que je suis déjà en train de mettre en place, en fait, je me remets à la musique en ce moment. Je suis en train de remonter un groupe et j'espère vite remonter sur scène avec ce groupe. J'ai monté un groupe notamment avec l'ancien batteur de Jim Jones Revue, qui est un super groupe de rock'n'roll anglais qui a sévi un petit peu aux 4 coins de la planète entre 2005 et 2015. Lui s'est installé à Paris. On est 4, batterie, basse, chant et guitare. Moi, je suis à la guitare. Et on a déjà une dizaine de titres d'écrits qu'on est en train de terminer de mettre en place. Et donc, j'espère vite un retour sur scène. Ça, c'est la première chose. 2 autres projets, alors là, qui concernent l'édition. Un projet de bouquin dédié au Rolling Stone au cinéma.
Voilà, j'avais écrit il y a quelques années un long papier dans les cahiers du cinéma sur ce sujet-là, et c'est une manière de retracer l'histoire des Rolling Stones sous l'angle du portrait de Dorian Gray dans leur rapport aux cinéastes. Voilà, donc à Godard, à Peter Whitehead, à Scorsese, à Robert Frank. Et puis il y a un autre projet de bouquin, là, qui est beaucoup plus personnel, et je pense que ce sera celui-là auquel je vais m'atteler en premier, parce que j'ai en tête ce livre depuis novembre 2015. C'est un projet beaucoup plus personnel parce qu'il s'agit des attentats de 2015, il s'agit du Bataclan, et j'ai en tête un truc que je veux écrire là-dessus, mais qui ne sera pas juste un livre de témoignages, qui sera lié aussi à des histoires de famille, et notamment lié à la guerre 39-45. Il y a des récits que m'ont raconté mes grands-parents, et je veux relier deux générations de témoignages dans un bouquin. Voilà. Mais avant tout ça, je vais quand même, je pense, prendre du repos, et voilà, je vais pas m'atteler tout de suite à un nouveau livre, d'abord de la musique, et puis ensuite on verra. Après, ces 10 ans consacrés à Midi Minuit, ça a été une vraie tranche de vie. Pour moi, ça a été quelque chose de... Je m'attendais pas du tout à ça, hein. Je pensais qu'on allait faire Midi Minuit l'intégrale en 3 volumes et en 3 ans. Donc moi, je m'étais dit, voilà, on démarre en 2012, allez, 2013, premier volume, et puis 2015, c'est fini. Non, il a fallu 10 ans. En 10 ans, il s'est passé plein de choses. Michel Conge, Jean-Claude Romer nous ont quittés, Raphaël Marangui aussi, Edith Scobb nous a quittés. Edith Scobb, c'était la marraine de cette intégrale. Elle nous a suivis depuis les débuts. Il y a eu des rencontres incroyables, Philippe Drouillet, Barbara Steele. Enfin, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très important. Et aujourd'hui, pour moi, Midi Minuit, finalement, ça a répondu à un besoin vital, là aussi. Hein. Ça a été plus qu'un boulot d'historien pour moi, ou ça a été plus qu'un boulot de midi-minuiste, parce que finalement, je me retrouve moi-même à être un midi-minuiste aujourd'hui. Je dirais que Midi Minuit dans les années 60, ça a été un combat pour l'émancipation. Ça a été une forme d'émancipation par le regard. Ce qui fait la modernité de Midi Minuit aujourd'hui, c'est la permanence de ce regard. Midi Minuit, ça a été une revue manifeste, ça a été une manière d'appréhender le cinéma fantastique qui dépasse les objets à un moment donné dont il s'est agi à l'époque. Bien sûr, on continue d'aimer les films de la Hammer, bien sûr, on continue d'aimer les films de Mario Bava, de Ricardo Freda, de Roger Corman et de tous les autres, mais ça a été vraiment une manière de louer la toute-puissance de l'imaginaire, et cette manière de louer la toute-puissance de l'imaginaire, elle est plus que nécessaire aujourd'hui. Et si dans les années 60, il s'agissait d'émancipation, aujourd'hui, je pense que c'est une affaire de résistance. Et Midi Minuit nous invite à résister à plein de choses. On voit bien qu'il y a un recul aujourd'hui d'un certain nombre de libertés. Il y a une mise en cause des imaginaires à tous les niveaux. Et je crois que Midi Minuit, c'est une manière de résister à tout ça qui est plus qu'opérante aujourd'hui. Voilà. Let you up on top, and now I'm gonna put you down again. Well, I used to like to let you see you spread your wings every now and then. Maybe my mistake, but I won't do it again. Maybe my mistake, but I won't do it again. Maybe my mistake, but I won't do it again. Lord God Almighty, gotta do it again. I'm gonna pull you back down from the house. 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 Take you back down from the house and make a rock for me again. Woo, sit you far behind, I never treat you unkind. Every now and then you're gonna get a piece of my mind. Pull you back down from the house. Gonna pull you back down from the house. Shake you back down from the house. Now you gotta ride the pony again. Ride. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographique, Graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur theextasyoffilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission réalisée avec le concours de The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.